Bonjour et bienvenue sur ces nouveaux rendez-vous que vous propose l'ADBS. Je suis Hélène Jaffredou et j'ai rejoint tout récemment le secteur veille de l'ADBS. Alors, comme vous le savez, le secteur veille a lancé un grand sondage tout récemment afin de savoir comment vous viviez le confinement, comment ça se passait pour vous, comment ce télétravail forcé a modifié vos pratiques professionnelles. Et donc, vous avez été très nombreux à nous répondre. Et donc, nous allons partager certains retours d'expérience avec certains d'entre vous sous la forme d'interviews, donc qui seront régulièrement diffusés par la DBS. Et donc, ce matin, nous accueillons Joël. Bonjour. Donc, moi, je suis Joëlle, je suis chargée de veille scientifique et concurrentielle dans une entreprise de 700 salariés environ dans le domaine de la chimie. Et je travaille essentiellement avec les équipes d'innovation et de marketing. Alors, peux-tu nous dire comment s'est organisée pour toi cette période de télétravail? Alors, en fait, en termes d'organisation, je vais dire en termes de logistique, c'était assez simple puisque moi, je suis en télétravail depuis de nombreuses années et du coup, j'avais tous les outils à ma disposition, donc ce n'était pas un souci. Par contre, le télétravail à 100% de mes collègues du marketing et d'innovation ont induit pour moi une charge de travail très importante pendant cette période de confinement. Et du coup, quels sont les impacts plus précisément sur ton travail? Alors, particulièrement concernant les recherches bibliographiques scientifiques, donc liées à nos projets de recherche, euh, en fait, on a deux modes de fonctionnement différents. Soit les chercheurs peuvent faire eux-mêmes leurs recherches bibliographiques sur différentes bases de données, soit ils me demandent de les réaliser pour eux. Donc déjà, dans un premier temps, le fait que tous les chercheurs, enfin en tout cas qu'une grande majorité des chercheurs ne manient plus, soient confinés chez eux, ils ont forcément fait plus de demandes de biblio. Et donc, dans un premier temps, ils ont eu besoin de moi pour réaliser des recherches pour eux, pour qu'ensuite ils puissent les analyser et faire leur travail de veille. Donc, premièrement, ça a été un gros travail de recherche bibliographique pour les chercheurs. Ensuite, dans le cas où nos chercheurs font eux-mêmes leur biblio, donc sur les différents outils que nous avons à notre disposition en interne, ou enfin des bases de données, des accès à des bases de données qu'on paye. Donc régulièrement, je mets en place des formations pour que mes chercheurs sachent utiliser ces bases de données en toute autonomie, donc des formations classiques en présentiel. Mais j'en fais peut-être qu'une par an et certains chercheurs n'y avaient pas fait ces formations depuis longtemps. Donc, du coup, j'ai voulu mettre en place une assistance, comment dire, tout de suite, dès la première phase de confinement, une assistance aux chercheurs pour qu'ils puissent plus facilement utiliser toutes ces bases de données. Tu peux nous dire de quelle base de données il s'agit? Oui. Alors, en fait, en l'occurrence, ici, il y avait donc les bases de données de Chemical Abstract par l'interface CFinder, qui est un outil de recherche mis en place par Chemical Abstract, pardon, et une base de données sur les brevets, pas de base express, qui permet de consulter l'ensemble des publications de brevets. On utilise également PubMed pour tout ce qui est les bases biomédicales. Et puis aussi, j'aurais fait une petite formation à Google Scholar qui permet des fois de trouver des choses intéressantes. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que très vite, j'ai mis en place des petits webinaires d'1 heure max pour leur permettre d'avoir un panorama complet de chacune de ces bases de données de façon à pouvoir soit ça fasse un peu un rappel de ce qu'ils avaient déjà vu, soit pour les aider à prendre en main ces outils très rapidement pour pouvoir travailler pendant la durée du confinement. Fin mars, on savait pas encore, enfin mi-mars, on ne savait pas encore combien de temps ça allait durer. Donc, et du coup, ces webinaires, tu les as enregistrés ou est-ce que c'était en présentiel? Comment est-ce que tu as conçu ces séances?
Alors, j'ai décidé de ne pas les enregistrer parce que justement, la distanciation faisait que l'humain disparaissait un petit peu. Donc, j'ai préféré le faire en direct, de façon à ce qu'on puisse aussi dialoguer que je puisse dialoguer avec les chercheurs et que voilà, et que la relation humaine soit encore possible. La seule chose, c'est qu'effectivement, alors j'ai eu pas mal de succès sur ces webinaires, j'étais contente. J'ai en moyenne une trentaine de participants à chaque fois. Donc effectivement, on ne peut pas dialoguer, c'est pas possible. Donc en fait, le principe, c'est qu'on coupait les micros. Les questions pouvaient être posées avec le chat. De temps en temps, j'allais voir sur le chat s'il y avait des questions pour que je puisse y répondre. Et en fin de session, donc au bout de 45 minutes à peu près, on pouvait ouvrir les micros et poser les questions en direct, ce qui permettait voilà, de pouvoir dialoguer avec les gens et de pouvoir répondre à leurs questions. Donc voilà, on a un petit peu tâtonné au début et après, on a trouvé ce principe de fonctionnement qui a très bien fonctionné. Je sais plus, je crois que j'ai fait 9 ou 10 webinars en tout sur les différentes bases de données. Et ça marchait plutôt bien. Et du coup, tu comptes poursuivre cette activité de façon plus intensive ou comment tu comptes réaliser ces nouvelles activités ou insérer ces nouvelles activités dans ta charge? En fait, c'est vrai que j'ai trouvé que ces petits modules-là, c'était assez complémentaire de la formation en présentiel. Donc, je pense que la formation en présentiel est toujours indispensable, peut-être une fois par an, ou voilà, avec des exercices, avec aussi un contact humain. Et puis, alors la difficulté des webinaires, je trouve, c'est qu'on ne voit pas si quelqu'un décroche. Si une personne perd le fil, si c'est trop compliqué, ou on ne voit rien. Alors qu'en présentiel, on s'en rend compte tout de suite et on peut intervenir. Donc, je pense que le présentiel est important. Mais malgré tout, entre deux séances de formation en présentiel, on pourrait imaginer ces petits webinaires, soit pour répondre à une question précise, soit pour aller sur des fonctions avancées aussi, des outils, pourquoi pas. Donc voilà, parce que c'est assez facile à mettre en place. Ça dure 1 heure maximum, d'ailleurs, on pourrait faire plus court. Donc dans l'emploi du temps des gens, c'est plutôt facile, c'est plus facile de dégager 1 heure que 3 heures. Donc effectivement, avoir été obligé de mettre ça en place pendant le confinement me donne des idées aussi pour la suite, pour mettre en place des formations complémentaires aux formations en présentiel. Et du coup, au dehors de cette activité-là, quels enseignements tires-tu de cette période et comment envisages-tu la reprise, même si on est toujours en télétravail pour le moment? Oui, moi je suis toujours en télétravail, au moins jusqu'à la fin du mois. La reprise, pas tellement de changements. Après, ça va dépendre si on a le droit de se déplacer aussi sur les sites, puisque moi, les sites d'innovation sont à distance. Donc, ça va dépendre si on a le droit de se déplacer ou pas. Mais sinon, non, pas de changement majeur. Je pense que ça va reprendre petit à petit. J'aurai peut-être moins de biblio à faire dans le sens où si mes collègues retournent à la paillasse, ils feront peut-être plus d'études et moins de biblio. Donc, je vais peut-être pouvoir souffler un petit peu. Et du coup, je pense que j'en profiterai justement pour leur préparer des petits webinars ou leur proposer des choses sur des fonctions avancées des outils. Ok, ben merci beaucoup Joël pour ce partage d'expérience et puis à très bientôt pour un nouvel entretien sur le site de l'ADBS. Merci à vous. Au revoir.